Bon, c'est vrai que la position devant la caméra fait un petit peu, ça fait assez solennel. Bon, c'est pas le cas, parce que en fait, toutes les petites émissions que je vais faire chaque jour seront simplement pour donner mon sentiment, qui est vraiment un sentiment alors, complètement personnel, et qui d'ailleurs pourra être parfois battu en brèche par les événements eux-mêmes. Alors aujourd'hui, je voudrais parler du processus Darmanin, qui est quand même assez mal embouché. Alors pourquoi il était assez mal embouché? D'abord dès le début. Dès le début, les revendications des nationalistes, dont certaines d'ailleurs étaient tout à fait excellentes, ne pouvaient pas coller avec ce qu'est profondément la France, c'est-à-dire un pays centralisé depuis 1200 ans, pardon, 1200 ans, et qui ne supporte pas on touche au cœur de ce qu'il est, c'est-à-dire le pouvoir royal avant, étatique et républicain maintenant. Alors, comment ça s'est passé? C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une continuité des peuples, c'est-à-dire que pour ce qui est de la France, on s'aperçoit que depuis Philippe Auguste, c'est-à-dire dès le moment où la monarchie s'est imposée a commencé à s'imposer par rapport à ses vassaux, avec une acmé qui était quand Louis XI a battu Charles le Téméraire, le puissant duc de Bourgogne, dont il ne faut pas oublier que le fief du duc de Bourgogne allait de Lyon jusqu'aux Pays-Bas. Donc c'était gigantesque, c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et beaucoup plus étendu que le territoire de France. Avec Louis XIV qui a dit l'État c'est moi, et ensuite, la Révolution française, qui en fait n'a été qu'un continuum de cette centralisation, avec Napoléon Bonaparte qui a réussi à faire une centralisation même de l'Europe d'une certaine façon. Bon, donc on s'aperçoit que la France est quand même quelque chose qui s'est constitué comme un espèce de bloc de béton, et que les revendications des nationalistes allaient complètement à rebours de ça. Alors, quelle conclusion en tirer? Bon, les nationalistes ont décidé de continuer contre toute vraisemblance. C'est-à-dire qu'à mon avis, dès le début, et je l'ai dit d'ailleurs que ce soit à la radio ou à la télévision ou dans mes écrits, je pense, alors peut-être que je me trompe et on va le savoir dans très peu de temps, mais je pense qu'ils vont à l'échec. Ils ont voté cette motion du 5 juillet, qui était une motion qui, encore une fois, était tout à fait légitime de leur point de vue, mais qui en même temps posait des points comme le statut de résident, le bilinguisme et tout ça, dont on sait que ça ne peut pas passer, que c'est anticonstitutionnel. Alors ils demandaient un changement de constitution, mais pour avoir un changement de constitution, il faut premièrement que le Sénat et, la Chambre des représentants, les parlementaires, fassent exactement proposent le même écrit, ce qui paraît déjà très dur, puisque le Sénat est quand même dominé par la droite. Et ensuite, il faut que ce soit voté par les 3/5 du Congrès, ce qui paraît encore plus difficile. Bon. Alors, on va voir dans une semaine, Darmanin retrouve les représentants de la Corse. Alors Darmanin avait proposé un texte qui était vraiment à minima, qui était en gros un pouvoir normatif sur des points qui restent à définir. C'est ça qui était extraordinaire, c'est que le texte de Darmanin, tout restait à définir. C'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait donner une grande popularité à la langue corse, ça ne veut pas dire grand-chose. Il fallait un statut de résidence, ce qui n'avance pas beaucoup. Pour lutter contre la spéculation immobilière, on ne voit pas tellement en quoi ce serait efficace contre la spéculation immobilière. Enfin bref, il a fait un texte qui est déjà, par rapport à un concept flou qui est l'autonomie, donnait un contenu flou. Et donc, il a demandé aux élus corses de proposer quelque chose. Alors, il est évident qu'ils vont tous arriver en désordre. Il va y avoir Jean-Martin Mondolone qui va arriver avec sa motion, Marc Angeli qui va arriver avec la sienne. Les nationalistes, s'ils s'alignent sur la motion du 5 juillet, c'est l'échec assuré à l'avance. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça peut donner, puisque au bout du compte, on risque d'avoir une motion qui ne sera même pas présentée et au Sénat et au Parlement. Donc, bon, voilà, on en est là. Et je pense que c'était quand même assez couru d'avance. Alors, évidemment, ça pose le véritable problème de est-ce qu'il peut y avoir une avancée institutionnelle en Corse? Alors, la première chose, c'est que des avancées institutionnelles, il y en a déjà eu. Le statut de 82, le statut Jox, le statut Jospin. Bon, que ces statuts n'ont pas été épuisés. Bon, je pense que le statut Jospin, par exemple, est allé jusqu'au bout de ce que peut accorder la France à la Corse. Alors, il y avait évidemment la possibilité de transformer la Corse en un territoire ultramarin, ce qui aurait été pour le moins curieux, et en plus nous sortait en partie de l'Europe, donc ça veut dire qu'on perdait énormément de subventions, on n'avait plus les DSP, comment s'appelle, les trucs de service public pour le maritime et pour l'aérien, enfin bref, c'est une mauvaise solution. Donc il y a un moment donné où quand on est devant un constat de réalité, il faut l'accepter, ou alors l'autre solution qu'avait choisi à un moment donné le mouvement nationaliste est la violence.
Mais on sait que la violence est aussi une impasse, puisque de toute façon, elle renvoie sur un projet qui est un projet légal, et que donc on retombe, on revient au point de départ. Voilà. On en est là. Alors évidemment, je pense que l'humanité entière est désormais confrontée à des problèmes qui sont un peu désespérés, en ce sens qu'il n'y a pas de solution véritable si on veut garder tout ce qu'on a actuellement, que ce soit le climat, que ce soit même le partage du monde et tout ça. On va vers il y a des tensions qui avant étaient évacuées parce que l'Occident, États-Unis compris, dominaient tout. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est-à-dire qu'il y a l'émergence des 3/4 de l'humanité qui ont beaucoup moins que le quart qui possédait tout. Et donc, on va vers des conflits qui explosent. Alors, on les voit en Afrique. Ils sont très silencieux parce que c'est des Noirs qui se font tuer, donc on n'en parle pas. Les chrétiens d'Orient ont été les victimes aussi de tous ces conflits. On voit à Gaza, à Israël, en Ukraine, etc. Et très vraisemblablement, la marge des conflits va s'élargir de plus en plus. Donc, enfin, pour remettre la Corse au milieu de la Méditerranée, parce que là je m'éloigne un petit peu, je fais un parcours planétaire, c'est que la Corse est également devant une confrontation une demande d'autonomie qui, alors contrairement à ce qui est dit dans par exemple le journal Le Monde, où c'est Verger Franceschi qui dit que c'est apparu, ça fait très longtemps, puisque même Pasquale Paoli avait proposé au duc de Choiseul, qui était le ministre des Affaires étrangères de Louis XV, une autonomie. Mais une autonomie dans la liberté, qui avait été refusée par Choiseul en définitive, parce que lui aussi avait déjà hein, c'était quand même au XVIIIe siècle, avait craint que ça ne soit une contagion dans la France monarchique. Bon. Et ensuite, en 1900, entre les deux guerres, c'est le mouvement mouvriste qui a demandé l'autonomie, et en fait, ça a ressurgi en 1975 à Aléria, la brochure qui avait sorti l'ARC à l'époque, l'Action régionaliste corse, qui s'appelait déjà Autonomie. Voilà. Donc la question n'est pas réglée, je pense qu'elle ne sera pas dans cette année 1924, et je pense que la Corse va rester dans un état latent de tension, avec des périodes de haut et des périodes de bas, et qu'il va falloir qu'on s'y fasse, et surtout qu'on apprenne nous-mêmes à tirer nos propres marrons du feu, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont formidables, qui notamment sont dans l'hôtellerie, qui sont même dans le tourisme, dans les sciences, et il faudrait leur donner la place qu'ils ont et mettre l'idéologie un peu de côté et laisser ceux qui travaillent au poste de commande. Voilà, merci beaucoup.